Contrairement à de nombreux autres sites funéraires de l'Égypte ancienne, la tombe du roi Toutankhamon est restée cachée, à l'abri des voleurs, pendant près de 3000 ans. L'une des raisons était que cette tombe était plus petite que la moyenne, et qu'elle était dissimulée dans le site de la Vallée des Rois. Cette région était déjà abondamment explorée au moment où l'on est tombé par hasard sur l'emplacement de la tombe du pharaon. L'entrée était complètement ensevelie sous les débris provenant de la construction d'une tombe voisine, ce qui a dû également aider à préserver son secret. Il n'y avait pas non plus la moindre inscription à l'extérieur de la tombe. Le passage du temps aura également joué un rôle dans son remarquable état de préservation jusque dans les années 20, lorsqu'un dénommé Howard Carter y est finalement parvenu. Mais Carter était-il un héros pour autant? Des découvertes récentes suggèrent qu'il aurait pu être moins honnête qu'on a pu le penser. Carter n'était pas seulement considéré comme un chasseur de trésors renommé, c'était un véritable archéologue. Il s'était, bien avant Toutankhamon, plongé dans la quête d'artefacts égyptiens. Il avait découvert son intérêt pour ces objets insolites dès l'enfance et avait rapidement commencé à reproduire les sculptures et les inscriptions découvertes dans les tombes anciennes. Après avoir découvert les restes du roi Toutankhamon, Carter aura passé près d'une décennie à traiter et consigner toutes sortes d'objets, comme des trônes en or, des chars et des statues provenant de la tombe, les expédiant le long du Nil vers le musée égyptien du Caire. Du moins, c'était là l'histoire officielle. Des découvertes plus récentes affirment que tous ces objets n'auraient même pas été remis aux officiels égyptiens. Une lettre retrouvée semble révéler ce qui fut la politique de Carter. 10 pour eux et 1 pour moi. Et 1. La lettre en question avait été envoyée à Sir Alan Gardiner, philologue et ami de Carter, et datée de 1922. Dans ses écrits, Carter mentionnait avoir découvert la tombe et demandait à son ami quelques conseils. Dans une autre lettre de 1934, Gardiner semblait remercier Carter pour un amulette qui lui aurait été envoyé comme cadeau de remerciement. Carter insistait sur le fait qu'elle ne provenait pas de la tombe de Toutankhamon, mais manifestement, c'est bien de là que venait. Le directeur britannique du musée égyptien était lui-même au courant des manigances de Carter, mais ne pouvait pas les prouver. Il a comparé l'amulette de Gardiner avec d'autres qui provenaient de la tombe de Toutankhamon, et aux surprises, elles se ressemblaient à s'y méprendre. Gardiner était tellement embarrassé d'avoir été mis dans une situation si délicate qu'il s'est plaint à Carter dans une autre lettre. En bon ami, Gardiner a préféré ne pas jeter l'opprobre sur le célèbre archéologue. À la place, il a conseillé à Carter de restituer ses objets volés au Caire, tout comme il vous conseillerait de donner un coup de pouce à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos incroyables sur les secrets les plus pharaoniques de l'histoire. Ce n'est pas le seul élément louche concernant le comportement de Carter après la découverte. En 1947, un dénommé Alfred Luca, qui avait travaillé aux côtés de l'archéologue controversé, a livré des informations dans une obscure revue Kérot. Il affirmait que Carter avait discrètement forcé la porte de la chambre funéraire par lui-même. Après quoi, il l'avait refermée comme si de rien n'était avant d'officialiser la découverte. Pourquoi aurait-il fait cela? Eh bien, la même théorie suggère que Carter et son équipe auraient pu pénétrer dans la tombe plus tôt afin de faire main basse sur quelques trésors anciens. Bien entendu, ces gens ne pouvaient pas risquer de revendre de tels objets de leur vivant, mais s'assureraient qu'ils soient vendus aux enchères après leur décès. Carter n'a cependant jamais rien avoué. Il n'a pas émis de démenti officiel non plus. Mais le gouvernement égyptien ne pouvait pas risquer d'autres disparitions inexpliquées. On lui a donc interdit l'accès à la tombe pendant un certain temps. Certains ont associé ces disparitions à la malédiction du roi Toutankhamon. Si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez que cette histoire effrayante a passionné les foules peu après la découverte de la sépulture du pharaon. On prétendait que quiconque interférait avec la tombe du jeune roi serait poursuivi par la malédiction. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une momie se lançant après vous, mais il se murmure que tous ceux qui ont perturbé la demeure de Toutankhamon ont rencontré des fins aussi mystérieuses que prématurées. Le décès le plus remarquable lié à cette prétendue malédiction est celui de George Herbert, le 5e comte de Carnarvon. C'est cet aristocrate britannique qui avait financé la quête de cette tombe, et il est décédé juste un an après l'ouverture du caveau. Aujourd'hui, les gens aiment y voir un grand mystère. Mais il se trouve qu'Herbert était déjà en très mauvaise santé lorsqu'il est parvenu au Caire et qu'il a fini par succomber à une maladie commune. Maintenant, parlons chiffres. Beaucoup de monde s'est trouvé lié à l'ouverture de ce tombeau. Des gardes de sécurité, des archéologues et quantité d'ouvriers. Et certes,
Quelques-uns d'entre eux sont morts peu après que le tombeau a commencé à recevoir des visiteurs. Mais aussi attrayante que soit cette malédiction dans notre récit, statistiquement, si vous avez un groupe de personnes impliquées dans l'ouverture d'une tombe, vous devriez vous attendre à quelques décès, simplement du fait du hasard. La durée de vie moyenne de tous ceux qui auraient été frappés par l'ancienne malédiction était de plus de 20 ans après que le sort se soit abattu sur eux. La fille d'Herbert a même vécu jusque dans les années 80, soit 50 ans plus tard. Et Howard Carter lui-même a vécu jusqu'en 1939, soit 16 ans après la grande découverte. Certains ont suggéré que toute cette malédiction n'était rien de plus qu'une stratégie de communication soigneusement élaborée. Lorsque la tombe de Toutankhamon a été découverte, Howard Carter était soucieux d'en tenir les journalistes à l'écart. Ainsi, il aurait pu inventer une malédiction pesant sur quiconque se serait approché de la sépulture du jeune roi. Mais qu'a-t-on bien pu dérober dans la tombe de Toutankhamon? Eh bien, pour commencer, quelques bijoux. Ils pourraient avoir été volés par Howard Carter lui-même, selon un spécialiste français, qui a mené une recherche approfondie en examinant de vieilles photos prises à l'intérieur de la tombe dans les années 20. Il a comparé ces images à celles de divers objets provenant de musées et de ventes aux enchères, et il s'est rapidement mis à retracer l'itinéraire de certains des bijoux de Toutankhamon. Tout d'abord, il y a ce collier, qui ornait autrefois la poitrine du pharaon. Il était brisé en plusieurs morceaux et certaines parties ont été envoyées via Carter au musée Nelson Atkins du Missouri. Pendant ce temps, d'autres morceaux ont été réarrangés en collier par des gens qui ont tenté de le vendre aux enchères en 2015, mais sans succès. Le musée Nelson Atkins lui-même ne nie pas les faits, puisqu'il confirme l'information sur son propre site web. Et puis, il y a la fameuse coiffe de Toutankhamon. Quelques perles de celle-ci auraient également été volées par Carter. Elles ont ensuite été enfilées pour former un nouveau collier, qui est aujourd'hui conservé au musée d'art de Saint-Louis. Un autre collier élégant, fait de céramique émaillée, a passé un certain temps au Metropolitan de New York. Heureusement, il a été renvoyé en Égypte il y a un peu plus d'une décennie. Il semble qu'il ait été, comme on pourrait s'y attendre, également volé par Carter. Malgré les articles manquants, la tombe de Toutankhamon a tout de même révélé une multitude d'objets incroyables, qui nous ont permis d'en apprendre davantage sur cette culture ancienne. Commençons par le célèbre masque funéraire. Il s'agit d'un énorme ouvrage en or de 53 cm de diamètre, orné de pierres semi-précieuses et de pattes de verre. Il pèse 10 kg et représente le jeune pharaon avec une longue barbe postiche et une coiffe surmontée d'un cobra et d'un vautour. Au dos, un sortilège tiré du livre des morts était censé assurer son passage dans l'au-delà. Toutankhamon était apparemment aussi passionné de jeux de société, notamment de sonnettes. On en a retrouvé 4 dans sa tombe, dont certains en ivoire. Les archéologues ont également trouvé une paire de sandales en or, bien qu'on imagine qu'elles aient été davantage pour l'apparat que pour le confort. En fait, le pharaon ne les a probablement jamais portées de sa vie. En parlant d'articles de mode, il semble que Toutankhamon ait été un souverain plutôt coquet. On a même retrouvé un mannequin dans son tombeau qui était utilisé pour choisir, ajuster et ranger ses tenues et ses bijoux. Le jeune roi semble également avoir apprécié la musique, d'après les 2 trompettes que les historiens ont retrouvées dans son tombeau. Bien qu'on en ait joué en 1939 lors d'une émission proposée par la BBC, les instruments sont aujourd'hui considérés comme trop fragiles pour être manipulés. Vous voilà enfin arrivé. Le soleil darde ses rayons ardents et la soif vous tenaille. Votre esprit ne peut s'empêcher de penser à l'eau et aux ossements qui gisent sous vos pieds. Vous errez à travers le Sahara, le plus vaste désert chaud de la planète. En ce moment, vous traversez une étendue de sable appelée la vallée des baleines. Sur ces 200 km², le sol est si densément parsemé de fossiles qu'il est impossible de ne pas marcher dessus. Le paléontologue Hesham Salam décrit cette scène comme typique de la région. Les ossements émergent des falaises, semblant presque vous inviter à les examiner. Des côtes éparpillées jonchent le sol, et ces vertèbres gigantesques attirent votre regard. Imaginez la créature à laquelle elles appartenaient. Elles pouvaient atteindre jusqu'à 20 mètres de long. Les fossiles révèlent un corps profilé rappelant celui des baleines modernes, tout en conservant des traits ancestraux, tels que des pattes arrière et des pieds. Pour les scientifiques, cela pourrait indiquer la découverte d'un squelette complet d'une baleine préhistorique, une créature qui peuplait cette région lorsque l'Égypte était submergée par les eaux. Aujourd'hui, la vallée des baleines constitue le plus grand cimetière mondial de baleines anciennes. Vous pourriez vous interroger sur la présence de créatures marines en plein désert,
à plus de 100 km de la côte la plus proche. Eh bien, il y a des millions d'années, ce désert formait le fond d'un immense océan, la Thétis, qui s'étendait de l'Europe jusqu'à l'Inde. Lorsque le niveau des eaux a baissé, l'océan a laissé derrière lui un ancien fond marin, désormais jonché de fossiles. Les fossiles de certaines des plus anciennes espèces de baleines connues reposent ici, offrant aux chercheurs une perspective unique sur l'évolution des gigantesques cétacés modernes. Ces vestiges sont d'une précision remarquable, certains conservant même des contenus stomacaux intacts. Les scientifiques ont également mis au jour des fossiles d'anciens requins, crocodiles et tortues, permettant de reconstituer l'apparence de ce monde marin disparu depuis des millions d'années. Les premiers ossements de baleines furent découverts en 1902, mais ce n'est qu'à partir des années 80 que la région fut réellement explorée, lorsque son accès s'améliora. Malheureusement, avant que le site ne bénéficie d'une protection officielle, plusieurs vestiges furent prélevés par des collectionneurs. La majorité des fossiles, à peine enfouis sous la surface, sont progressivement mis au jour par l'érosion. La vallée des baleines offre une fenêtre fascinante sur des millions d'années de vie côtière ancienne. Mais avançons davantage. Les fossiles d'anciennes baleines ne constituent pas l'unique découverte qui vous attend aujourd'hui. Pendant plus de 150 ans, les scientifiques ont été intrigués par une créature étrange ayant vécu il y a des millions d'années. Grâce à d'exceptionnels fossiles mis au jour au Maroc, le mystère est enfin résolu. Regardez plutôt, ces créatures portent le nom de stylophores. Elles ressemblaient à une armure aplatie d'où émergeait un long bras. Les chercheurs ont découvert ces spécimens en 2014 et ont été stupéfaits. Les fossiles remontaient à environ 478 millions d'années. Près de 450 spécimens ont été retrouvés et, fait rarissime, certains présentaient encore des tissus mous préservés. Jusqu'alors, les stylophores étaient uniquement connus via leur partie dure et, initialement, les scientifiques les considéraient comme de simples échinodermes, à l'image des oursins et des étoiles de mer. Mais de récentes découvertes révèlent qu'ils possédaient un corps central et un bras nourricier, semblable à celui des étoiles de mer, équipés d'un système vasculaire aquifère facilitant leur déplacement et leur alimentation. Cette découverte met fin à un débat de longue date concernant la place des stylophores dans l'arbre phylogénétique. Nous savons désormais qu'ils sont apparentés aux échinodermes, mais qu'ils s'en distinguent par l'absence d'une symétrie à 5 rayons. Venez admirer ce fossile gigantesque. Découvert dans le Sahara, il a permis aux scientifiques d'approfondir leurs connaissances sur le spinosaure, le plus grand dinosaure carnivore connu. Ces vestiges, datant de 95 millions d'années, confirment qu'il s'agissait aussi du premier dinosaure nageur identifié. Le spinosaure possédait des pieds plats en forme de pagaie et des narines situées au sommet de son crâne, semblables à celui d'un crocodile, des caractéristiques idéales pour la vie aquatique. Ce dinosaure étonnant, avec son long cou, son tronc, sa queue et une crête de 2 mètres sur le dos, passait vraisemblablement beaucoup de temps dans l'eau. Avec une longueur dépassant les 15 mètres, il pourrait même avoir été plus imposant que le tyrannosaure. Les premiers restes de spinosaures ont été découverts en Égypte il y a environ un siècle, mais ce n'est qu'avec ce fossile marocain que les scientifiques ont pu reconstruire l'anatomie de cet incroyable dinosaure. Les chercheurs ont porté une attention particulière à ses membres postérieurs raccourcis et à ses larges griffes, des adaptations typiques de la vie aquatique. Son museau allongé et la densité de ses os confirment également ses aptitudes de nageur, tandis que sa crête devait probablement jouer un rôle dans l'attraction de partenaires. Et salut beau gosse! Voici une autre découverte impressionnante réalisée en Tunisie. Des restes de Machimosaurus rex. Considéré jusqu'à présent comme le plus grand crocodile jamais identifié, ce reptile ancien mesurait près de 10 mètres de long pour un poids d'environ 3 tonnes. Il régnait en prédateur dominant il y a environ 130 millions d'années, avec un crâne mesurant plus d'1,50 m. Cette découverte est significative, car elle prouve que ces crocodiles ont survécu bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Avant cela, les scientifiques estimaient qu'ils avaient disparu lors d'un épisode mineur d'extinction entre les périodes Jurassique et Crétacé. Revenons au fait que le Sahara, autrefois recouvert d'eau, abritait certaines des créatures marines les plus gigantesques jamais connues. Une étude parue dans le bulletin du Muséum américain d'histoire naturelle mentionne un ancien plan d'eau appelé la voie maritime transsaharienne. Il aurait existé entre 100 et 50 millions d'années auparavant et s'étendait sur une partie de l'Afrique de l'Ouest. Les scientifiques ont passé près de 2 décennies à reconstituer cet écosystème préhistorique.
Ils ont découvert qu'il était chaud et peu profond, accueillant des créatures terrifiantes telles que des silures d'1,50 m et des serpents de mer de 12 mètres. Effrayant, non? Ce réseau maritime, isolé des grands océans pendant de longues périodes, aurait favorisé l'augmentation de la taille de ces prédateurs, grâce à une disponibilité constante des ressources. C'est un cas classique d'évolution, conduisant au phénomène que les scientifiques nomment gigantisme, dans des environnements isolés. Par ailleurs, toute cette eau n'a pas disparu sans laisser de traces. Sous les dunes du Sahara, les chercheurs ont mis au jour un gigantesque lac ancien surnommé Mégalac, un nom bien mérité. Ce lac s'est formé il y a environ 250 000 ans, lorsque le Nil a inondé l'est du Sahara. À son apogée, il couvrait plus de 100 000 km², soit environ la moitié de la superficie du Kansas. Les scientifiques ont également découvert des traces d'un lac plus petit, situé à 150 km à l'ouest du Nil, à un niveau légèrement inférieur et couvrant près de 50 000 km². Tout cela s'ajoute aux preuves croissantes qu'il existait jadis de nombreux lacs en Afrique du Nord, lesquels auraient pu former des routes de migration, facilitant ainsi les déplacements des premiers humains à travers le continent. Le Sahara ne recèle pas seulement des fossiles d'animaux étranges. En mai 2020, des roches inhabituelles, ornées de cristaux verdâtres, ont été découvertes dans une région sablonneuse du sud de l'Algérie. Après analyse, les scientifiques ont conclu que ces roches ne provenaient pas de la Terre, mais étaient en réalité des fragments d'une météorite baptisée Erg Chech 0023. Cette météorite est extrêmement ancienne, étant considérée comme la plus vieille roche volcanique jamais trouvée. Elle s'est formée il y a des milliards d'années, dans le cœur incandescent d'une protoplanète aujourd'hui disparue. Une étude récente, publiée dans Nature Communications, a révélé que l'analyse des isotopes de plomb et d'uranium présents dans Erg Chech 002 a permis de la dater à plus de 4,5 milliards d'années. Une autre découverte intrigante réalisée dans le Sahara s'est avérée totalement inattendue. Les scientifiques y ont mis au jour ce qu'ils estiment être les couleurs les plus anciennes au monde, d'un rose éclatant. Ces pigments, extraits de roches vieilles d'environ 1,1 milliard d'années, proviennent de micro-organismes, à une époque où les animaux n'existaient pas encore. Cette découverte a été réalisée par un doctorant, qui a broyé les roches anciennes et étudié leurs pigments. Ces derniers se sont avérés être une chlorophylle ancienne issue d'organismes photosynthétiques qui vivaient dans un océan depuis longtemps disparu. Les chercheurs sont désormais convaincus que cette découverte pourrait nous éclairer sur la raison pour laquelle des organismes plus grands et plus complexes sont apparus bien plus tard dans notre histoire. Avant que ces pigments roses ne soient découverts, les scientifiques ignoraient ce qui freinait l'évolution des grands animaux dans la chaîne alimentaire. Ils comprennent désormais que des cyanobactéries microscopiques se trouvaient à la base de cette chaîne. Cette découverte ne se limite pas à l'identification de pigments anciens, mais représente une avancée majeure dans la compréhension de l'histoire de la vie sur notre planète. Regardez un peu ça. Des chercheurs viennent de trouver des empreintes de pas très anciennes d'une famille d'humains disparus il y a, accrochez-vous bien, 300 000 ans. Ces empreintes appartiennent à un groupe d'Homo heidelbergensis. Plutôt difficile à prononcer, mais je m'en suis sorti. Ces hommes étaient donc très avancés pour leur époque. Ils construisaient des maisons et chassaient de gros animaux. Malheureusement, ils n'ont pas supporté le changement climatique et ont disparu il y a environ 28 000 ans. Non, ce n'était combat des mauviettes. Croyez-moi, le temps était vraiment rude à l'époque et ils ne pouvaient pas se contenter d'une doudoune comme nous le faisons aujourd'hui. Une équipe de l'université de Tübingen a donc fait cette découverte en Allemagne, où elle a trouvé des empreintes parfaitement conservées dans une forêt au bord d'un lac. Apparemment, des éléphants, des rhinocéros et d'autres animaux venaient se détendre au bord de l'eau, tout comme cette famille de Heidelberg. Les scientifiques pensent qu'il s'agissait probablement d'une sortie familiale et non pas d'un groupe de chasseurs adultes, car il y avait aussi des empreintes de petits-enfants. Selon la saison, ils pouvaient manger des plantes, des fruits, des feuilles, des pousses et des champignons tout autour du lac. Les experts ont même trouvé des traces d'une espèce d'éléphant disparu qui pesait jusqu'à 13 tonnes. Vous imaginez voir l'un de ces éléphants en personne. Pour rappel, 13 tonnes, c'est environ 45 fois le poids d'un cochon. Groin. En creusant à Schöningen, les chercheurs sont tombés sur des empreintes d'éléphants de 55 cm de long. Et oui, plus de la moitié d'un mètre. Et ils ont même trouvé des fragments de bois dans les ornières laissées par les éléphants. Mais attendez,
Ce n'est pas tout. Ils ont également découvert une empreinte de rhinocéros datant du Pléistocène, ce qui est assez incroyable. C'est la première fois qu'ils trouvent une empreinte de cette espèce en Europe. Personne n'aurait pu imaginer que les rhinocéros avaient de si grandes pattes, sauf ceux que cette énorme bête a piétinés. Pendant ce temps, au Nouveau-Mexique, des archéologues britanniques et américains ont trouvé d'anciennes empreintes de pas humains datant de 23 000 ans. Ils ont utilisé la datation au radiocarbone pour déterminer quand ces empreintes ont été faites. Et il s'avère qu'elles remontent au dernier maximum glaciaire. À cette époque, des nappes glaciaires recouvraient une grande partie de l'Amérique du Nord, et le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui. On a toujours pensé que l'homme était arrivé en Amérique du Nord il y a 13 à 16 000 ans. Mais ces empreintes nous suggèrent que nos ancêtres erraient dans ce coin bien plus tôt que cela. Certains pensent même que l'homme était déjà présent en Amérique du Nord il y a 33 000 ans, mais tout le monde n'est pas convaincu. Bien. Et s'il y a des empreintes de pas, il doit forcément y avoir eu des chaussures aussi, n'est-ce pas? Les chercheurs n'ont peut-être pas trouvé de mocassins Gucci, même s'ils existent depuis 1953. Mais ils ont découvert une grotte en Arménie remplie d'objets anciens datant de l'âge du cuivre. Et devinez quoi? Parmi ces objets, se trouvait une chaussure très bien conservée, qui est aujourd'hui la plus ancienne chaussure jamais découverte. Cette chaussure était constituée d'une seule pièce de cuir de vache, ce qui est plutôt rare aujourd'hui, malgré toutes les améliorations technologiques sophistiquées dont nous disposons. Voilà ce qu'on appelle de la haute qualité. Aujourd'hui, les créateurs de chaussures les plus branchés tentent de copier cette technique de la coupe entière. Cette chaussure était également enduite d'une sorte d'huile végétale pour une plus grande durabilité. Elle avait même des lacets qui se croisaient à travers une série de trous, tout comme nos chaussures de sport bien-aimées. Ce modèle pour femme, d'une taille équivalente à un petit 39, laisse penser qu'elle a été fabriquée sur mesure pour une personne fortunée. Pouvez-vous vous imaginer porter de telles chaussures à l'époque? On devait en parler dans tout le village. Et puisque nous parlons de chaussures, vous savez, cette sensation désagréable que l'on ressent lorsque l'on marche sur quelque chose de collant. Surtout si l'on porte une paire de baskets blanches flambant neuves. Non, n'ayez pas peur, je ne parle que de chewing-gum. Un gros malabar collé à sa chaussure, c'est un vrai désastre. Au cours d'une fouille en Finlande, Sarah Pikin, une étudiante britannique en archéologie ultra cool, a trouvé un morceau de chewing-gum néolithique vieux de 5000 ans fabriqué à partir de goudron d'écorce de bouleau. Il portait même des traces de dents. Qui aurait cru que nos ancêtres aimaient aussi les chewing-gums? Apparemment, le goudron d'écorce de bouleau a des propriétés antiseptiques. On pense donc que les gens du néolithique en mâchaient pour soigner les infections de la bouche et des gencives. Il semblerait donc que l'humanité consomme des chewing-gums depuis la nuit des temps. Quelle tradition! Les créateurs du passé lointain n'avaient pas que des chaussures à offrir aux fashionistas préhistoriques. Vous ne trouverez jamais une pièce pareille dans la grande distribution. Et je ne suis pas sûr que vous ayez plus de chance dans les boutiques haut de gamme. Oui, il s'agit du plus vieux sac à main jamais découvert. Et oui, ces petites décorations, là, ce sont bien des dents de chien. Selon un archéologue, ces dents faisaient fureur en 2500 avant notre ère. Les gens en mettaient partout, sur les vêtements comme sur les bijoux. Mais ce sac à main avait quelque chose de spécial. Il comportait plus d'une douzaine de dents et était très élégant, ce qui signifie que sa propriétaire était sûrement une célébrité. Malheureusement, le sac à main lui-même n'a pas survécu à l'épreuve du temps. Il ne reste que ses dents, orientées dans la même direction et ressemblant à un rabat de sac à main moderne. Cela devait être très chic à l'époque, mais nous avons bien fait d'abandonner cette mode pour nos accessoires. Avez-vous entendu parler de la découverte d'un dinosaure sur la côte du Yorkshire? Il arrive que les scientifiques découvrent non pas des empreintes humaines, mais des empreintes de dinosaures. Cette fois, ils ont trouvé une empreinte de dinosaure qui pourrait avoir été déposée par un prédateur au cours d'une pause, il y a 166 millions d'années. Vous imaginez un T-Rex se prélassant sur la plage, un smoothie à la main? Ce fossile d'1 mètre de long, repéré dans la baie de Burniston, près de Scarborough, est le plus grand jamais découvert dans la région. L'équipe de chercheurs qui a étudié l'empreinte a conclu qu'elle avait été faite par un carnivore géant de type Megalosaurus, soit un gros dino affamé. Cette empreinte est la plus grande laissée par un théropode, un groupe de dinosaures bipèdes dont fait partie le tristement célèbre Tyrannosaurus rex. Il s'agit donc de créatures vraiment grandes et effrayantes. Un paléontologue de l'université de Manchester a déclaré que cette découverte avait jeté un nouvel éclairage sur le comportement de ces géants carnivores.
Apparemment, les caractéristiques de l'empreinte suggèrent que ce grand prédateur s'accroupissait avant de se lever. Peut-être était-il en train de faire du yoga ou d'aller aux toilettes? Qui sait? Une autre archéologue, Mary Woods, est tombée sur cette empreinte alors qu'elle ramassait des coquillages sur le rivage. Elle a déclaré qu'elle n'en avait pas cru ses yeux. Personne ne s'attend à trouver l'empreinte d'un dinosaure géant en ramassant des palourdes. Heureusement, Mary Woods et Rob Taylor, un collectionneur local de fossiles, ont sauvé la fragile empreinte du rivage. Les experts les avaient prévenus qu'elle risquait d'être perdue à cause de l'érosion ou des glissements de terrain. Il est désormais prévu que l'empreinte soit exposée au Rotunda Museum de Scarborough. Mais nous avons d'autres nouvelles concernant ces gros animaux disparus. La sécheresse qui sévit au Texas a révélé des empreintes vieilles de plus de 100 millions d'années. En effet, de multiples empreintes de dinosaures ont été découvertes récemment dans le parc d'État de Dinosaur Valley, dans le nord-ouest du Texas. Les sécheresses ont provoqué le tarissement presque total d'une rivière qui traverse le centre du Texas, et c'est ainsi que ces empreintes préhistoriques ont finalement été mises au jour. Ce gars-là était un gros bonhomme d'environ 4,5 mètres et pesait 7 tonnes. Il parcourait la région il y a plus de 113 millions d'années, selon le parc national. Environ 60 empreintes de ce dinosaure ont été retrouvées en raison de la sécheresse, et l'on estime à 140 le nombre total d'empreintes de ce dinosaure. Mais ce n'est pas tout. Des empreintes de Sauroposéidon ont également été découvertes. Cette créature mesurait 20 mètres de long et pesait environ 48 tonnes à maturité. Les experts pensent que l'Acrocanthosaurus chassait le Sauroposéidon, ce qui explique pourquoi leurs empreintes ont été retrouvées côte à côte. Mais il y a une chose étrange. Le Sauroposéidon était plus grand que l'Acrocanthosaurus. Un professeur peut-il m'expliquer pourquoi le plus petit mange le plus grand? Il existe des communautés entières de petits organismes inhabituels qui vivent dans les lagons en Patagonie. Et ils sont parmi les premières formes de vie jamais existantes. Personne ne les connaissait jusqu'à ce que 2 scientifiques, Brian et Maria, aillent explorer certaines zones en Patagonie. La Patagonie occupe près de la moitié de l'Argentine, et peu de gens y vivent. Seulement quelques agriculteurs et éleveurs de moutons qui restent principalement près des rivières et cultivent des choses comme des pommes, des poires et de la luzerne. Il y a longtemps, c'était un endroit sauvage et lointain où vivaient des tribus indiennes. Par exemple, les Tehuelche. Mais cette fois, nous allons suivre les traces de formes de vie qui sont apparues bien avant les humains et regarder de plus près ces micro-organismes intéressants que Brian et Maria ont trouvés. Ces deux-là ont dû conduire pendant 9 heures sur des routes difficiles pour atteindre leur destination. Ils ont séjourné dans un petit village. Seulement 35 personnes y vivent. 6 Jane dépendent d'une seule source car il ne pleut presque jamais là-bas. Lors de la dernière nuit dans le village, Brian a réalisé que les images satellites qu'il avait prises montraient un ensemble de lagunes, qui n'étaient qu'à 16 km de distance. Le lendemain, la petite équipe a sauté dans une voiture et a remonté la route aussi loin qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile à conduire. Ils ont continué à randonner le reste du chemin. C'était difficile, car ils devaient porter de l'eau pour faire face au soleil intense. À certains endroits, ils ont fini par s'enfoncer jusqu'aux genoux dans une bouillie de sel. Là-haut, il y avait 12 lagons aux eaux parfaitement claires. Le lieu lui-même ne offrait pas grand-chose à part de l'eau très acide et salée et un soleil direct et intense. Mais c'était un peu comme un voyage dans le temps, car ces conditions ressemblaient à ce à quoi la Terre ressemblait il y a de nombreuses années. Lorsque Brian a examiné les lagunes, il a été surpris de voir de nombreux micro-organismes inhabituels là-bas. Nous les appelons, et ils sont si petits que nous ne pouvons même pas les voir sans un microscope. Mais ils se rassemblent et forment de grandes communautés. Dans le passé, de nombreuses espèces inhabituelles vivèrent de cette façon, par exemple les cyanobactéries. Elles étaient importantes à leur époque parce qu'elles produisaient de l'oxygène. La Terre, à ses débuts, n'avait pas beaucoup de ce gaz dans son atmosphère. Les premières stromatolites pourraient avoir été formées par différents types de bactéries qui ne produisèrent pas nécessairement d'oxygène, mais vivèrent simplement leur vie paisible là-bas. Elles formèrent des couches, s'empilant les unes sur les autres, afin qu'au moins certaines d'entre elles puissent recevoir un peu de lumière solaire. Elles utilisaient du sable et des liquides collants pour rester proches les unes des autres. Brian était également incroyablement surpris car c'était l'un des plus grands stromatolites vivants qu'il ait jamais vus. Les stromatolites vivants poussent généralement jusqu'à plus de 1 mètre de haut. Mais ceux qui venaient d'être découverts étaient de 5 mètres de large et quelques pieds de haut.
ce qui est gigantesque comparé à ceux vivant dans d'autres endroits. Et les fossiles étaient encore plus grands. Il y a longtemps, ils pouvaient devenir plus grands qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres espèces qui pouvaient les manger ou leur nuire. De plus, il y a beaucoup d'autres organismes aujourd'hui qui peuvent se développer plus rapidement et de manière plus massive qu'eux et prendre leur place. C'est pourquoi les stromatolites ne peuvent survivre que dans de rares endroits où presque rien d'autre ne peut vivre. Comme dans ces lagunes très salées situées en haute altitude, plus de 3650 mètres, dans la puna de Atacama. Les stromatolites trouvés là-bas sont les plus célèbres, car ils pourraient être parmi les meilleurs exemples des premières formes de vie sur notre planète. Cependant, ils ne sont pas réellement la première forme de vie sur Terre. Les plus anciens de leurs fossiles ont 3,5 milliards d'années, alors que d'autres preuves que nous avons nous disent que la vie sur notre planète est apparue il y a environ 4,1 milliards d'années. Peut-être que certains stromatolites vivaient aussi à cette époque. Mais la Terre a beaucoup changé depuis lors, et les endroits où ils auraient pu vivre n'ont pas survécu. Tout cela peut ne pas sembler grand-chose à première vue, car personne n'a encore trouvé une bête exotique et étrange que notre monde n'a jamais vue auparavant. Mais ce sont des exemples notables de ce à quoi pourrait ressembler la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Les scientifiques qui s'intéressent à l'étude de Mars viennent souvent dans cet endroit car il pourrait ressembler à ce à quoi la planète rouge ressemblait il y a très longtemps. Si des fossiles étaient cachés dans d'anciennes roches sur Mars, ils pourraient ressembler à ces stromatolites. Un autre pays lointain a révélé certains de ses secrets. C'est l'Antarctique avec un ancien monde perdu trouvé sous sa glace. L'Antarctique n'a pas toujours été cette terre isolée et glaciale de neige et de glace. Autrefois, elle faisait partie du supercontinent Gondwana, avec ce qui est maintenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Mais à un certain moment, elle s'est séparée et a commencé à construire une vie à part. Elle s'est formée lorsque d'autres masses terrestres ont commencé à se déplacer, ce qui a formé sa côte. Mais l'Antarctique était également différent à bien d'autres égards à cette époque. C'était une terre recouverte de magnifiques forêts et de rivières pleines de vie. Les scientifiques ont utilisé des radars et des satellites pour explorer un monde mystérieux caché sous la glace là-bas. Cette ancienne terre, qui est proche de l'océan Indien, est aussi grande que l'État américain du Maryland ou la Belgique. Elle a plus de 14 millions d'années. Certaines études disent que cette zone s'est formée il y a plus de 34 millions d'années, bien avant que l'Antarctique ne tombe dans son grand gel. Au début, les températures y étaient plus élevées. Peut-être comme le temps en Patagonie ou les forêts pluviales tempérées froides de Tasmanie, Nouvelle-Zélande, ou peut-être même plus tropicales que cela. Mais alors que le climat devenait plus frais, de petits glaciers ont commencé à se former sur les collines près des rivières. Les vallées se sont enfoncées davantage à cause de toute cette glace qui les recouvrait. Et puis, les températures ont encore baissé, et une énorme couche de glace a recouvert tout le continent, cachant ces anciens glaciers. Des rivières ont façonné ce monde perdu il y a longtemps, bien avant qu'il ne finisse par être recouvert de glace presque 3,2 km d'épaisseur à certains endroits. Des études scientifiques de cette région ont montré que ces paysages étaient remplis de hautes terres et de montagnes. La glace qui s'était formée sur l'Antarctique a rendu toute la région très froide, de sorte que le paysage ne pouvait plus s'éroder. Cela signifie que tout est resté essentiellement le même et intact sous la glace pendant des millions et des millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que nous en savons moins sur cette terre cachée sous la glace que sur la surface de Mars. Une façon de l'explorer davantage serait de forer ces calottes glaciaires pour vérifier les échantillons de sédiments en dessous. Il pourrait nous en dire plus sur la flore et la faune ancienne congelées en dessous. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Une méthode similaire a été utilisée pour collecter des échantillons de 2 millions d'années au Groenland. L'Australie a aussi son monde secret. Des organismes anciens ont été trouvés cachés dans des roches provenant du nord du continent et datant d'environ 1,6 milliard d'années. Ces choses microscopiques font partie d'une famille appelée eucaryotes. Les membres de cette famille qui existent aujourd'hui comprennent les plantes, les champignons, les animaux et même ces minuscules organismes à une seule cellule, tels que les amibes. Tous les êtres vivants avec des noyaux dans leurs cellules, y compris nous, peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'à l'un des plus anciens membres de cette famille. Celui-ci est appelé le dernier ancêtre commun eucaryote et il a vécu il y a plus d'1,2 milliard d'années. Ces organismes anciens étaient plus complexes et plus grands que les bactéries. Peut-être étaient-ils les premiers prédateurs sur Terre, chassant les bactéries.
Lorsqu'on se figure une scène épique dans le désert, avec son soleil écrasant, ses dunes infinies et ses oasis presque surnaturelles, il est naturel d'imaginer le mythique Sahara, n'est-ce pas? Pourtant, que diriez-vous si l'on vous apprenait qu'il y a 11 000 ans, cette vaste mer de sable brûlant avait une apparence radicalement différente? Bien sûr, personne n'était là pour en témoigner. Mais on raconte qu'à cette époque, ce que nous appelons aujourd'hui un désert était un véritable Éden, parsemé de lacs, de rivières, de prairies verdoyantes et même de forêts. Alors, où donc est passée toute cette eau? Il existe de nombreux récits sur ces temps anciens où les déserts étaient recouverts de jungles et de forêts luxuriantes, jusqu'à ce qu'un bouleversement, qu'il s'agisse de changements climatiques ou de séismes titanesques, transforme ces terres fertiles en dunes arides. Mais que penseriez-vous d'une hypothèse selon laquelle le Sahara aurait été transformé en désert par les activités humaines et des chèvres? Au fil des millénaires, le Sahara a connu des alternances marquées entre périodes humides et sèches, principalement en raison de légères variations dans l'inclinaison orbitale de la Terre, influençant la quantité de rayonnement solaire reçu par l'atmosphère. Il y eut même des phases appelées périodes humides africaines, où des pluies abondantes métamorphosaient ce paysage aride en un écrin de verdure éclatante. Cependant, entre 8 et 4500 ans avant notre ère, un phénomène inhabituel a bouleversé la région. Certaines zones sont passées d'un climat humide à un climat aride bien trop rapidement pour que cela puisse s'expliquer uniquement par des variations orbitales. En un laps de temps relativement bref, le Sahara verdoyant a laissé place au désert que nous connaissons aujourd'hui. Si vous interrogez les scientifiques sur la raison de ce changement, ils évoqueront sans doute une mauvaise paramétrisation des données. Ce jargon pourrait sembler nébuleux, alors permettez-nous de traduire. Cela signifie qu'eux-mêmes n'en sont pas sûrs et qu'il leur manque encore plusieurs pièces du puzzle. En analysant d'anciens échantillons de sol et de pollen, les chercheurs ont cependant relevé une tendance intrigante. Là où des pasteurs, des humains accompagnés de leurs bêtes domestiques, avaient dû séjourner, la végétation semblait se modifier. À croire que chaque fois que ces hommes et leurs troupeaux traversaient des étendues verdoyantes, ils ne laissaient derrière eux que broussailles et paysages désertiques. Quelle ironie! Il semble en effet que le surpâturage pratiqué par ces populations ait contribué à assécher l'atmosphère, car les plantes, en libérant de l'humidité, participent à la formation des nuages. Cette déforestation aurait intensifié l'ensoleillement, précipitant ainsi la fin des périodes humides. Par ailleurs, il est probable que nos ancêtres aient fait un usage excessif du brûlis pour accroître leurs terres, accélérant davantage l'avancée du désert. Quoi qu'il en soit, les scientifiques s'accordent à dire que ce Sahara luxuriant serait redevenu un désert, même en l'absence d'intervention humaine, un phénomène attribué au cycle naturel de la Terre. Inutile donc de faire reposer l'entière responsabilité de cette transition brutale sur l'homme. Ce changement pourrait simplement refléter les interactions entre la végétation et les cycles de poussière. Il reste difficile de déterminer les causes de ces changements, tant les facteurs sont interconnectés. Lors de la dernière période humide, le Sahara abritait des chasseurs-cueilleurs. Avec son assèchement progressif, ces populations se sont tournées vers l'élevage pour subvenir à leurs besoins, mais il est tout aussi envisageable que le surpâturage ait contribué à accélérer la dégradation des paysages. Alors, quelle est la véritable origine de ce phénomène? L'œuf ou la poule? Dans ce cas précis, l'humain ou la vache? Les preuves disponibles aujourd'hui ne permettent pas encore de trancher. De nos jours, on peut affirmer que l'eau ne constitue plus un problème insurmontable dans le Sahara, malgré son immensité désertique et le fait que l'air des forêts verdoyantes soit révolu. La technologie offre des solutions inédites, comme le bassin de Nubie, le plus vaste réservoir d'eau souterraine au monde. Ce trésor hydraulique, situé sous la bordure orientale du désert, s'étend sur 4 pays du nord-est de l'Afrique, le Soudan, le Tchad, la Libye et l'Égypte. Il couvre environ 2 millions de kilomètres carrés et contient près de 150 000 kilomètres cubes d'eau souterraine. Il suffit de voir les infrastructures déployées lors de sa mise en œuvre. C'est le plus grand projet d'irrigation de la planète, rendant possible une vie prospère au cœur du Sahara. Mais imaginez vivre dans le Sahara avec une unique source d'eau. Cela paraît inconcevable, n'est-ce pas? Pourtant, les anciens Garamantes y sont parvenus, non seulement en survivant, mais en prospérant pendant près d'un millénaire, malgré l'absence de moussons ou de rivières alimentant leurs refuges désertiques. Ces ingénieux pionniers ont été les précurseurs de la vie urbaine au cœur des sables, au point d'attirer l'attention des Romains qui ne pouvaient qu'admirer leur génie.
Tandis que beaucoup les considéraient comme de simples nomades, les Garamantes bâtissaient un véritable empire sous l'un des climats les plus hostiles de la planète. Mais quel était leur secret? Ils ont fait preuve d'une remarquable ingéniosité en creusant un vaste réseau souterrain pour exploiter un aquifère de grès gigantesque. Ils extrayaient littéralement chaque goutte d'eau de la profondeur des dunes. Mais des études récentes révèlent que, bien qu'ils fussent laborieux et ingénieux, les Garamantes ont également bénéficié d'une bonne dose de chance. Les Garamantes disposèrent d'un aquifère souterrain qui acheminait l'eau jusqu'à une colline où ils mirent en place plus de 500 foggiaras, des systèmes d'irrigation remarquables, certains s'étendant sur plus de 4 km. Ces dispositifs fonctionnaient comme une paille, permettant l'irrigation de leur culture pendant près d'un siècle, d'autant que de faibles précipitations suffisaient à recharger le système. Cependant, le manque de pluie finit par épuiser cet aquifère. Pour en exploiter à nouveau les ressources, il aurait fallu creuser davantage de tunnels et mobiliser un plus grand nombre d'ouvriers. Une tâche complexe dans un contexte marqué par des pénuries alimentaires et hydriques. Vous devinez sans doute ce qu'il advint des Garamantes dans de telles conditions. La disparition de la culture garamante semble liée à plusieurs facteurs. Les changements climatiques ont probablement joué un rôle, mais il est également plausible qu'ils aient surexploité leurs réserves d'eau. À l'époque, le Sahara était une région fertile, grâce notamment aux ingénieux systèmes d'irrigation mis en place. Cependant, l'eau fossile étant une ressource non renouvelable, les nappes phréatiques s'asséchèrent progressivement, précipitant vraisemblablement le déclin de ce royaume dès la fin du 7e siècle. Ce déclin évoque l'histoire de quelqu'un qui remporte un énorme pactole, dilapide ses richesses et se retrouve à retourner à un quotidien bien moins enviable une fois ses économies épuisées. D'ailleurs, même si les Garamantes avaient laissé derrière eux quelques témoignages de leur sagesse, il est fort probable que nous ne parvenions jamais à en percer le sens. Nous ignorons la langue qu'ils utilisaient, et leurs textes demeurent à ce jour presque entièrement indéchiffrables. Revenons au Sahara vert. Ce désert s'est formé il y a environ 4500 ans, mais nous avons aujourd'hui un aperçu fascinant de la vie à cette époque grâce à des parcs naturels en Afrique. Ces lieux abritent une extraordinaire galerie d'art à ciel ouvert, avec plus de 15 000 peintures et gravures anciennes illustrant le quotidien des habitants d'il y a quelques 11 000 ans. Enfin, si les gravures ne suffisent pas et que vous souhaitez découvrir un véritable désert transformé en jardin fleuri, un voyage en Californie s'impose. Vous pourrez y observer l'un des plus beaux phénomènes naturels, la superfloraison. Imaginez une explosion de couleurs, orange, vert, rose, dans un désert aride après plusieurs années de pluie dans des zones habituellement sèches. Ce spectacle éblouissant, visible depuis l'espace, fait du désert un tableau vivant d'une rare beauté. Ce phénomène rare se manifeste également dans d'autres zones arides et déserts, notamment en Afrique de l'Ouest et australe, en Australie occidentale et au Chili. Ces régions, où les étés sont torrides et secs, bénéficient en hiver d'un air doux et humide, offrant un cadre parfait pour une floraison spectaculaire. Les graines de fleurs enfouies dans les sables du désert peuvent patienter pendant des décennies avant de germer. Lorsque le soleil brûlant élimine toutes les herbes et que des précipitations suffisantes viennent humidifier le sol, c'est comme si les graines décidaient que leur heure est venue. À ce moment-là, des centaines de milliers de touristes affluent pour immortaliser ces paysages et partager leurs clichés enchanteurs sur les réseaux sociaux. Hélas, cet afflux représente une menace sérieuse pour ces fleurs fragiles. Si vous visitez de tels sites, veillez à ne pas les cueillir ni les écraser. Restez sur les sentiers balisés. Ne laissez aucun déchet. Et limitez-vous à prendre des photos, tout en laissant seulement vos traces de pas derrière vous. C'est clair? Très bien. En 1850, l'égyptologue français Auguste Mariette se rendit sur la terre des pharaons en quête de manuscrits, mais tomba par hasard sur une tête de sphinx qui émergeait des dunes. Après avoir dégagé le sable, il comprit que ce sphinx marquait l'entrée d'une structure souterraine. Quelques mois plus tard, il pénétra finalement dans le Sérapéum de Saqqara. À l'intérieur, il découvrit un gigantesque sarcophage en granit contenant les restes de 64 taureaux. Les scientifiques restent émerveillés par la technologie qu'utilisèrent les anciens Égyptiens pour déplacer ces immenses blocs. Le Sérapéum, construit vers 3000 ans avant notre ère, était une sépulture souterraine dédiée au taureau sacré Apis, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il comportait un long corridor de près de 150 mètres, bordé de vastes salles de pierre. Certains sarcophages, pesant jusqu'à 100 tonnes, soit l'équivalent de 50 voitures moyennes, étaient réalisés avec une précision remarquable, présentant des angles parfaits de 90 degrés.
Ornées de hiéroglyphes et de gravures, ces pièces détaillaient les récits et l'importance accordée au taureau Apis. Aujourd'hui, seuls 24 sarcophages subsistent. Dans l'Égypte antique, les taureaux Apis occupaient une place prépondérante en raison de leur lien avec le dieu Ptah. Ils étaient perçus comme porteurs de son esprit et de sa sagesse, tout en soutenant le pharaon et son peuple. Les prêtres identifiaient ces taureaux sacrés en recherchant des signes distinctifs. Un triangle blanc sur le front, symbole de lumière divine, une marque dorsale évoquant l'aile d'un vautour, et une forme de scarabée sous la langue, associée à la réincarnation. Lorsqu'un taureau portait ces marques, il était considéré comme élu par Ptah et traité avec vénération. Ces animaux vivèrent dans un temple dédié à Memphis, ville où l'on honorait Ptah, et bénéficièrent des soins les plus attentifs, ainsi que d'offrandes de visiteurs désireux de recevoir leur bénédiction. À leur mort, les taureaux Apis étaient momifiés et honorés avec la plus grande solennité. Lorsque Mariette pénétra dans le Sérapéum, il observa des traces de rouleaux sur le sol des galeries et découvrit 2 treuils horizontaux en bois, chacun muni de 8 leviers. Par la suite, d'autres explorateurs signalèrent la présence de doubles rails. Les chambres funéraires étaient situées à un niveau inférieur au sol du couloir. Pour positionner les sarcophages, les ouvriers remplissaient ces chambres de sable, permettant ainsi un déplacement en ligne droite. Ensuite, le sable était progressivement retiré, abaissant doucement les sarcophages dans des emplacements parfaitement taillés dans la roche. Une inscription en pierre trouvée dans le Sérapéum mentionnait qu'à l'époque de Ptolémée II, en 247 avant notre ère, il fallait 28 jours pour placer un seul sarcophage avec son couvercle. L'incroyable précision des sarcophages, notamment leurs angles de 90 degrés, s'explique également par les avancées géométriques des anciens Égyptiens. Dès 1850 avant notre ère, ils rédigèrent des traités de géométrie, démontrant qu'ils connaissaient une valeur approximative de pi et savaient calculer le volume d'une pyramide tronquée. Ces compétences avancées en mathématiques expliquaient leur capacité, 5 siècles plus tard, à sculpter des surfaces parfaitement planes. Bien que tout cela puisse sembler logique, certains pointent des incohérences. La taille des sarcophages dépasse largement celle des taureaux, alors que les pharaons étaient inhumés dans de petits cercueils, à peine adaptés à leur corps. De plus, ces sarcophages, réalisés en granit avec une précision remarquable, auraient pu être fabriqués en calcaire, un matériau bien plus facile à travailler. Le transport de ces immenses sarcophages semble réalisable en théorie, mais reste complexe. Si une personne pouvait tirer environ 200 kilos, il aurait fallu au moins 250 personnes pour déplacer un seul sarcophage. Or, les tunnels du Sérapéum sont extrêmement étroits, excédant d'à peine 60 cm la largeur des sarcophages eux-mêmes. Il aurait été impossible que des centaines de personnes se serrent dans ces espaces confinés pour tirer les sarcophages. Et quand bien même, comment auraient-elles pu faire pivoter les blocs dans ces étroits couloirs, les abaisser dans leurs niches et les positionner parfaitement au centre? Pourtant, cela a été réalisé pas moins de 24 fois, chaque sarcophage étant impeccablement centré. De surcroît, les chambres étaient recouvertes de poussière, sans aucune trace de suie provenant des lampes, ce qui impliquerait de travailler dans une obscurité quasi totale. La fonction véritable de ces sarcophages pourrait toutefois avoir été différente. Bien avant l'ère des pharaons, les populations locales connaissaient déjà le processus de fermentation. Ce phénomène survient lorsque des micro-organismes, comme les levures, consomment des substances comme l'amidon, produisant ainsi du gaz carbonique et de l'éthanol. Il est donc possible qu'en Égypte ancienne, des aliments tels que l'orge, le pain ou même la viande aient été placés dans ces immenses coffres de pierre, puis scellés hermétiquement à l'aide de lourds couvercles. Ces sarcophages en granit, d'une précision remarquable, étaient pratiquement hermétiques, empêchant toute fuite. Lorsque la levure commençait à agir, elle générait progressivement du gaz carbonique, augmentant la pression interne. Les sarcophages, dotés d'une robustesse exceptionnelle, pouvaient supporter des pressions bien supérieures à celles des pneus de voiture. Sous l'effet de cette compression, les cristaux du granit produisaient une très faible charge électrique. Ce phénomène était possible grâce à la présence de quartz dans le granit, un matériau réactif à la pression. Par ailleurs, l'ajout de viande ou de parties animales aurait pu favoriser le développement des levures. La viande contient en effet de l'acide oléique, un élément nécessaire pour que les levures continuent de croître et résistent aux effets toxiques de l'éthanol qu'elles produisent. Ainsi, avec l'accumulation de gaz et la production d'électricité, ces sarcophages n'auraient pas uniquement servi d'anciens garde-manger,
mais auraient pu être de véritables systèmes énergétiques. Au fil du temps, la pression interne devenait si élevée qu'elle pouvait repousser le couvercle, libérant le gaz avec un bruit sec. Toutefois, lorsque le sérapéum fut redécouvert en 1850, d'anciennes peintures montrèrent que des pierres étaient empilées sur certains couvercles. Cela suggère que, dans l'Antiquité, des efforts furent entrepris pour alourdir ces couvercles afin de limiter les pertes dues à la pression interne. Ce poids additionnel permettait également aux cristaux de quartz du granit de continuer à générer davantage d'électricité sous l'effet de la pression. Si quelqu'un ouvrait l'un de ces sarcophages de pierre plusieurs millénaires plus tard, il ne découvrirait à l'intérieur que les ossements des taureaux déposés à l'origine. C'est précisément ce que Mariette a mis au jour dans les années 1850. Peu après les premières fouilles effectuées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le sérapéum fut ouvert aux visiteurs. Le prince de Galles, futur Édouard VII, aurait même déjeuné avec ses invités dans l'une de ces tombes. Bien que le site ait été rendu inaccessible pendant un certain temps à cause des sables et des séismes, il est aujourd'hui de nouveau possible de le visiter afin d'en percer le mystère. Grâce aux technologies modernes, nous pourrions bientôt résoudre de nombreuses autres énigmes historiques. Une équipe de scientifiques du musée Field d'histoire naturelle de Chicago a récemment utilisé un scanner spécifique pour analyser des momies égyptiennes sans les déballer. Les chercheurs ont soigneusement transporté 26 momies sur des chariots adaptés jusqu'au parking où se trouvait le scanner. Celui-ci a pris des milliers de clichés radiographiques détaillés de chaque momie et de leur cercueil. En regroupant toutes ces images, ils ont pu créer des modèles 3D révélant l'intérieur des momies, y compris les squelettes et certains artefacts. Ces images devraient permettre aux archéologues de mieux comprendre les pratiques funéraires égyptiennes, remontant à plus de 3000 ans. Bien que la phase de numérisation ait été réalisée en seulement 4 jours, l'analyse complète des données pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Les chercheurs ont néanmoins déjà pu découvrir quelques détails personnels sur certaines momies. L'une des figures momifiées les plus célèbres du musée est Shennet Aa, une aristocrate ayant vécu dans l'Égypte ancienne il y a environ 3000 ans. Elle serait décédée à la fin de sa trentaine ou au début de sa quarantaine. Les embaumeurs avaient inséré du rembourrage dans son cou pour éviter qu'il ne s'affaisse, garantissant ainsi que son corps demeure intact à travers les âges. Ils avaient également placé des yeux artificiels dans ses orbites afin qu'elle conserve une apparence complète dans l'au-delà. Elle avait été enveloppée dans un lin de raffiné et placée dans un cercueil richement décoré. Les scans ont révélé que ce dernier comportait une fente à l'arrière, utilisée par les embaumeurs pour ajuster le corps, ainsi que des détails artistiques, tels que des marques indiquant la position de ses genoux. Son enterrement semblait comparable, en termes de sophistication, à la conception d'une voiture haut de gamme. Tu as enfilé ta jolie parka beige, tes instruments sont soigneusement emballés, et ton billet d'avion pour l'Arabie Saoudite est réservé. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Et non, tu n'as pas été choisi pour jouer dans le remake de Dune. Cela signifie simplement que tu es prêt à partir explorer les plus grandes contrées désertiques de notre monde, dans l'espoir de découvrir quelques secrets préhistoriques sur nos ancêtres. Soyons clairs. Si tu pensais que les déserts étaient des espaces vides, détrompe-toi. Ils ont beau être remplis de sable à perte de vue, ils n'en sont pas moins chargés d'histoire. Tu sais, parce qu'avant que les hommes ne se rassemblent dans des villages, nous étions des peuples nomades. Nous arpentions le monde à la recherche de nourriture, d'eau et d'abri. Il nous a donc bien fallu concocter une ou deux inventions intéressantes pour survivre. Comme cette chose trouvée dans le désert d'Arabie Saoudite. As-tu une idée de ce que cela pouvait être? Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu de l'origine et de l'usage d'énormes structures pareilles à celle-ci. Il semble que nos ancêtres néolithiques étaient bien plus intelligents que nous ne le pensions. Ils ne passèrent pas leur temps autour du feu à tailler des armes dans la pierre. Non, ils exerçaient aussi leur talent d'architecte. Ces immenses structures de pierre sont appelées des desert kites, autrement dit, les cerfs-volants du désert. Parce que si tu les regardes de loin, elles ressemblent, à des cerfs-volants. Les archéologues s'accordent à dire que ceux-ci servaient à attirer les animaux. Ainsi, nos ancêtres pouvaient plus facilement s'assurer une abondance de gibier au fil de la semaine. Mais ce n'est pas tout. Regarde plutôt la paroi de cette caverne. Elle nous montre que nos ancêtres ont probablement esquissé sur la roche le plan de ce qu'ils prévoyèrent de construire au sol. Tout comme les architectes d'aujourd'hui. Les desert kites pouvaient s'étendre sur des kilomètres de long. C'est pourquoi il fallait bien en tracer un plan avant de les construire. Le plus surprenant, c'est que ces structures semblent encore plus vieilles que ne l'est Stonehenge. On parle de 7 à 9 000 ans. Au cours de la dernière décennie,
Les scientifiques ont pu identifier plus de 6000 Desertkites disséminés du Moyen-Orient jusqu'au cœur de l'Asie. Si tu ne trouves pas cela énorme, essaye de construire quelque chose d'aussi grand, sans l'aide d'aucun drone. Il semble que ce soit un exploit assez difficile à réaliser. Et apparemment, le désert d'Arabie est rempli de choses encore plus étonnantes. Des scientifiques y ont découvert de mystérieuses structures, plus anciennes que les pyramides égyptiennes de Gizeh. Alors bien sûr, tu as hâte d'aller voir ce qu'il en est. Nous sommes tous d'accord pour admettre que charrier de lourdes pierres, dans le but de construire une pyramide, et ce, sans l'aide de la moindre technologie moderne, semble déroutant. Je veux dire, comment diable ont-ils fait? Imagine maintenant que tu reviennes plusieurs milliers d'années en arrière et que tu retrouves les hommes qui ont construit ces gigantesques structures dans les régions les plus désolées. Jette donc un coup d'œil à ces mustatil. Il s'agit de structures rectangulaires construites à partir de pierres empilées et éparpillées sur une superficie de 200 000 km². Certains archéologues pensent que ces monuments étaient utilisés à des fins rituelles. Des processions, peut-être, où les pèlerins se rendaient d'un bout à l'autre du plateau. Passons maintenant à une autre zone désertique. Nous pénétrons dans le célèbre désert du Sahara. N'est-ce pas magnifique? Ici, tu es sur le point de trouver la réponse à un mystère ancien que les chercheurs ont mis des années à résoudre. Fait notable, le désert du Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Il s'étend sur 8 à 9 millions de kilomètres carrés, ce qui représente environ 15 fois la France. On précise que c'est le plus grand désert chaud, parce que la plus grande zone désertique du monde n'est autre que l'Antarctique. Mais nous savons tous que les températures y sont glaciales, ce qui est un peu aux antipodes de l'image que l'on se fait d'un désert. Au fin fond du désert, près de la ville algérienne de Fogaret-Ezouat, quelque chose d'étrange a été découvert. Depuis des décennies, ces petits points ne cessèrent d'apparaître sur les images de Google Earth, mais personne ne pouvait expliquer de quoi ils retournaient. Certains scientifiques étaient persuadés que ces cercles étaient le résultat de l'activité pétrolière dans la région. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'anciennes fogaras, autrement dit d'anciens puits. On en compte des dizaines, s'étendant en ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elles sont toujours très éloignées de toute ville, de toute route ou de toute activité humaine en général. Quelle était, ou quelle est peut-être encore, leur raison d'être? Si tu devais deviner, qu'en dirais-tu? Tu te souviens que nous avons parlé du fait que nos ancêtres avaient dû faire preuve d'ingéniosité pour survivre en plein désert. Essayons de nous mettre à leur place pendant 1 minute. Imagine que tu sois un chasseur-cueilleur nomade vivant dans une région aride. Tu passes tes journées à te protéger tant bien que mal du soleil brûlant, en essayant de compter tous les grains de sable qui t'entourent. Mais tu as aussi besoin de manger et de boire de l'eau. Mais comment trouver de l'eau dans le désert? Bien sûr, tu peux peut-être espérer tomber sur une oasis toutes les semaines environ. Mais cela semble un pari risqué, n'est-ce pas? C'est pourquoi les habitants d'Afrique du Nord ont inventé ces fameuses fogaras. Les fogaras sont un système d'irrigation vieux d'environ 3000 ans. Les habitants de la région creusaient alors des puits dans les zones élevées, des fosses suffisamment profondes pour puiser dans les eaux souterraines. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à creuser des puits en parallèle à des distances régulières. De cette façon, l'eau s'écoulait du puits principal vers tous les puits successifs et irriguait des zones entières. Les voyageurs pouvaient s'arrêter au puits pour se désaltérer. Ils pouvaient également y abreuver leur bétail et produire des cultures. Plutôt astucieux, non? Toutefois, même si ces trous ressemblent à des fogaras, quelques recherches démontreront que ce n'était pas le cas. En effet, de pareils puits étaient construits en ligne et non en cercle comme ceux que nous voyons à présent. Cela a donc éventuellement un rapport avec la deuxième option? Peut-être ces trous dans le désert sont-ils liés à l'activité pétrolière de la région? Examinons-les de plus près. Sur Google Earth, ils ne semblent pas bien grands, mais dans la réalité, ce sont d'énormes cratères. Le secret de leur nature se cache sous les sables. Si tu étais l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, tu aurais trouvé quelque chose d'unique enfoui sous le désert. D'anciens bâtons de dynamite et de vieilles boîtes de sardines. En rassemblant les pièces du puzzle, les archéologues se sont rendus compte que ces conserves étaient d'un modèle des années 50 et 60. Il semble que des équipes entières de cette décennie y aient campé pendant qu'elles prospectèrent la zone en quête de pétrole. Et la dynamite? Elle était employée pour la prospection sismique, une technique ancienne, utilisée pour déterminer s'il y a du pétrole ou du gaz sous la surface de la Terre. Toujours en Afrique du Nord, existe un autre mystère du désert qui mérite que l'on se penche dessus. Près de la ville de Tiaré, au sud-ouest d'Alger, se trouvent 13 curieux monuments.
Ces structures sont appelées Jeddah. Et oui, difficile de s'empêcher d'y voir une référence à Star Wars. Elles ont une forme pyramidale et, d'après ce que les chercheurs en savent, elles servaient d'ultime demeure aux souverains de la région. Peux-tu deviner de quel peuple il s'agit? Ce sont vraisemblablement les Berbères. Et puisque nous parlons de choses anciennes, ces Jeddah ont probablement été construits entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Lorsque les archéologues ont entrepris d'explorer l'intérieur de ces monuments, ils se sont rendus compte de leur immensité. Ils y ont découvert de grandes voûtes souterraines, des alcôves et des couloirs semblables à des labyrinthes, qui donnaient accès à plus de 20 chambres différentes. Il faudrait jusqu'à 2 heures pour s'y promener de long en large. Et apparemment, nos ancêtres ont également utilisé ces murs pour représenter des animaux et des scènes de chasse. Il n'y a cependant aucune preuve absolue de l'usage que l'on faisait de ces Jeddah, hormis leur fonction funéraire. En attendant, je suis sûr que les déserts de notre monde regorgent de bien d'autres mystères qu'il nous appartient encore de découvrir. On se reverra donc une prochaine fois pour continuer nos explorations. Grande nouvelle, le Père Noël existe vraiment et il ressemble à ça. Je sais, ce n'est pas exactement l'image que nous nous faisions du joyeux vieillard, mais une tombe récemment découverte pourrait être la preuve que nous attendions pour établir que Saint Nicolas a bel et bien existé, et qu'il était turc. Il s'avère qu'il n'était pas originaire du pôle Nord, il s'agissait d'un évêque au grand cœur du IVe siècle, célèbre pour les cadeaux qu'il offrait à tout le monde. La légende raconte qu'il serait né riche dans l'ancienne ville de Patara, dans l'actuelle Turquie, et qu'il aurait sillonné les campagnes pour venir en aide aux pauvres et aux malades. Pendant des siècles, cependant, les gens ignoraient s'il avait réellement existé. Certaines sources historiques affirment qu'il a été enterré à Mir, qui s'appelle aujourd'hui Demre, en Turquie. Depuis les années 80, des archéologues creusent autour de cette région pour tenter de trouver des preuves. Aujourd'hui, leur miracle de Noël s'est enfin réalisé. Après avoir creusé à 183 cm de profondeur dans une annexe de l'église Saint-Nicolas, ils ont mis au jour une mystérieuse tombe en calcaire d'environ 2 mètres de long. S'ils sont presque certains qu'il s'agit de la dernière demeure de Saint-Nicolas, ils sont toujours à la recherche d'une inscription qui confirmerait son âge exact. Pour ce qui est du Père Noël fictif, la légende dit que sa maison se trouve en Laponie, en Finlande. En 2018, des archéologues ont fait une découverte intéressante qui leur a permis d'espérer qu'ils parviendraient à démontrer l'existence du Père Noël. Ils creusaient sur un site appelé Tiny Arrow lorsqu'ils sont tombés sur environ 200 fosses funéraires. Mais lorsqu'ils ont regardé à l'intérieur, ils n'ont trouvé aucune trace du Père Noël. En fait, il n'y avait aucun squelette humain, seulement des poteries et des ossements d'animaux. Personne ne sait donc vraiment ce qu'était cet endroit. C'est tout le contraire de ce qui s'est passé avec une équipe d'archéologues qui travaillait dans l'ancienne cité de Petra, en Jordanie. Depuis 2003, des rumeurs circulent sur l'existence de chambres cachées sous le célèbre monument qu'on appelle Al-Khazneh et que certains nomment le Trésor. 21 ans plus tard, des chercheurs se sont enfin décidés à creuser et ont mis au jour une tombe intacte. À l'intérieur, ils ont trouvé au moins 12 squelettes humains et des objets dont l'âge est estimé à plus de 2000 ans. Des centaines de milliers de touristes se rendent à Al-Khazneh chaque année. La plupart d'entre eux s'y rendent probablement pour voir le site du Saint Graal, dans le film Indiana Jones et la dernière croisade. Mais vous savez ce qu'il y a de plus curieux? L'un des squelettes de la tombe tenait un calice en céramique qui ressemble énormément au Saint Graal. Vous vous souvenez probablement de l'incendie dévastateur qui a causé d'énormes dégâts à Notre-Dame de Paris en 2019. L'édifice, construit entre le XIIe et le XIIIe siècle, a dû être restructuré à cause de cet incendie. Mais les archéologues ont vu là une occasion en or de fouiller le site et de découvrir ses secrets cachés. L'équipe n'a été autorisée à creuser qu'à 40 cm sous la surface, mais cela a suffi. Dès qu'ils ont retiré les dalles du sol et dégagé une fine couche de terre, ils ont repéré le sommet d'un cercueil en plomb. Ils ont ensuite découvert des sculptures de calcaire, dont des têtes et des torses grandeur nature. Au total, ils ont mis au jour plus d'1 millier de fragments d'œuvres d'art diverses. Des statues antiques ont été trouvées dans les endroits les plus inattendus, y compris dans un égout. En juillet 2024, des archéologues bulgares examinaient un égout romain dans la cité antique d'Hérakléa Sintika lorsqu'ils ont trouvé une statue en marbre d'Hermès, le messager des dieux grecs, mesurant près de 2 mètres de haut. Cette ville a été complètement dévastée et abandonnée après 2 tremblements de terre, l'un en l'an 388 et l'autre en l'an 425. Mais pour une raison ou pour une autre, ces tremblements de terre n'ont pas détruit cette statue.
En fait, sa tête a été retrouvée en excellent état. La découverte d'œuvres d'art anciennes est certes fascinante, mais imaginez que vous tombiez sur une ville entière cachée dans la forêt amazonienne. À l'aide de lasers de haute technologie, des chercheurs ont découvert le site d'une civilisation perdue, comprenant des milliers de structures et tout un réseau de routes, de canaux et de maisons, le tout enfoui sous la jungle la plus dense. Cette cité a été construite il y a environ 2500 ans, dans une zone située à l'ombre d'un volcan. Il est d'ailleurs possible que ce dernier soit entré en éruption et ait détruit cette civilisation à une époque encore indéterminée. Il est difficile de dire exactement combien de personnes vivaient là, mais les experts estiment qu'elles y sont restées près d'un millier d'années. Cette découverte prouve qu'il y avait d'immenses cités très organisées en plein milieu de l'Amazonie. Un événement similaire s'est produit à Campeche, dans le sud du Mexique. Un archéologue effectuait des recherches sur Internet lorsqu'il a accidentellement découvert une cité maya. Ce site, aujourd'hui appelé Valeriana, était immense, de la taille d'Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Elle comptait quelques pyramides, des terrains de sport, des amphithéâtres et des chemins reliant les différents quartiers. Grâce aux images satellites, les archéologues ont mis au jour toute une civilisation inconnue de l'âge du bronze. C'est en consultant des images aériennes qu'ils ont découvert une centaine d'établissements préhistoriques dans la plaine pannonienne, une région qui comprend une partie de l'actuelle Serbie et de la Hongrie. Les gens qui vivaient là sont aujourd'hui connus sous le nom de groupe du site de Tissa, et il semble qu'ils formaient une société assez bien organisée, habile à cultiver des aliments, à chasser et à pêcher. Google Earth a aidé une équipe à découvrir un mystérieux ensemble de 400 portes anciennes en Arabie Saoudite. Ces portes, disséminées dans le désert, auraient été construites il y a plusieurs milliers d'années. Elles sont faites de pierre et disposées en des configurations bizarres qui ont laissé les archéologues perplexes. Elles n'ont pas l'air d'avoir eu une fonction funéraire, ni d'avoir été érigées pour abriter des personnes. Nous n'avons donc toujours aucune idée de ce dont il s'agit. La technologie est en train de bouleverser l'archéologie. Grâce à l'intelligence artificielle et à un concours doté d'un prix d'1 million de dollars, nous avons enfin pu déchiffrer une partie d'un manuscrit ancien, illisible et très endommagé. Les rouleaux d'Herculanum ont été découverts par des ouvriers qui fouillaient la ville antique d'Herculanum, près de Pompéi, en 1752. Mais leur état était tel que, pendant des années, on les a considérés comme indéchiffrables. Heureusement, l'intelligence artificielle a contribué à dévoiler leurs secrets. Sur la base des études réalisées jusqu'à présent, les experts pensent donc que l'un de ces rouleaux a été écrit par un philosophe qui privilégiait les plaisirs, comme la musique et la gastronomie, par rapport à tout le reste. Stonehenge, en Angleterre, est sans aucun doute l'un des lieux les plus mystérieux de la planète. Certaines théories suggèrent même qu'il a été construit par des extraterrestres. Après plus d'un siècle de recherche, les archéologues n'ont toujours pas compris comment il a été conçu. Vous voyez ce grand autel au milieu ? Il s'avère qu'il vient tout droit d'Écosse. C'est assez incroyable, étant donné que ce bloc de grès massif pèse plus de 6 tonnes et que les personnes qui ont construit Stonehenge il y a plus de 4000 ans ne disposaient ni de roues ni d'outils modernes. Les océans regorgent également d'objets étonnants. En 2013, une mystérieuse épave a été découverte à environ 6 mètres sous l'eau au large des côtes du Kenya. À l'époque, personne ne savait d'où elle venait. Mais aujourd'hui, les chercheurs sont presque sûrs qu'il pourrait s'agir d'un navire de la flotte de Vasco de Gama. Vous savez, le célèbre navigateur portugais, surtout connu pour avoir été le premier à naviguer de l'Europe à l'Inde en contournant le cap de Bonne-Espérance, en Afrique. Si cela se confirme, cette épave pourrait être l'une des plus anciennes épaves européennes retrouvées dans l'océan Indien. Les trésors anciens peuvent prendre de nombreuses formes, y compris celle d'une bouteille. Récemment, des archéologues norvégiens ont découvert un message vieux de 150 ans dans une bouteille lors de l'excavation d'un tumulus viking. Cette bouteille contenait une lettre écrite par Anders Lorange, un archéologue ayant travaillé sur le site dans les années 1800, ainsi que sa carte de visite et quelques pièces de monnaie enveloppées dans du papier. La lettre contient quelques informations sur les fouilles, mais il semble que Lorange se soit trompé sur certains points, par exemple sur le nombre exact de boucliers vikings découverts. À la fin de la lettre, il a ajouté une note personnelle en caractères runiques. « Emma Gad, ma petite amie ». Cette lettre nous a donc permis de mieux comprendre l'histoire avec un grand H, mais aussi d'en savoir plus sur la vie amoureuse de l'archéologue. Il existe quelque chose de profondément étrange qui se manifeste en 12 points, répartis sur la planète. Ces lieux,
connues sous le nom de villes vortex, sont des zones inquiétantes situées sur le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne, ainsi qu'aux pôles nord et sud, où semblent opérer des forces mystérieuses. Vous avez sans doute entendu parler du plus célèbre d'entre eux, le triangle des Bermudes. On estime que plus de 50 navires et une vingtaine d'avions s'y sont mystérieusement volatilisés. Située entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico, cette zone intrigue depuis des décennies. Toutefois, peu de gens savent que le triangle des Bermudes fait partie d'un groupe de 12 zones similaires, dont certaines s'avèrent encore plus effrayantes. Prenons d'abord l'exemple de Mohenjo-Daro, une ville florissante de l'Antiquité située dans l'actuel Pakistan. Édifiée vers 2500 ans avant notre ère, cette cité urbaine accueillait environ 40 000 habitants. Pourtant, pour une raison inconnue, elle a été désertée autour de 1700 ans avant notre ère. Dans les années 40, un archéologue a mis au jour 39 squelettes humains sur le site, ce qui a renforcé l'hypothèse d'une invasion aux mains d'une autre civilisation. Cependant, aucune preuve concluante ne permet de confirmer ce scénario. Face à l'incapacité de l'archéologie à expliquer cette destruction et ces disparitions soudaines, diverses théories extravagantes ont vu le jour, parmi lesquelles l'idée d'une ancienne civilisation extraterrestre et d'un vent malveillant ayant balayé la cité. Un autre mystère similaire entoure le Grand Zimbabwe, une ville bâtie au XIe siècle. À son apogée, elle abritait jusqu'à 18 000 personnes. Néanmoins, elle a été inexplicablement abandonnée au XVe siècle. Les investigations archéologiques menées sur ce site ont permis de révéler des éléments troublants, rendant le mystère encore plus déroutant. On a découvert 8 de ces volatiles, connus sous le nom d'oiseaux du Zimbabwe. Ces sculptures en stéatite étaient placées sur des colonnes de pierre mesurant près d'1 mètre de hauteur. Aucun autre artefact similaire n'a été trouvé ailleurs, et leur signification demeure une énigme complète. Certains avancent que chaque oiseau symbolisait un nouveau roi, tandis que d'autres théories suggèrent qu'ils représentaient des animaux sacrés, particulièrement vénérés par les gens de l'époque. Pour ajouter à l'intrigue, des récits évoquent un étrange personnage de petite taille errant parfois dans les environs, mais qui disparaîtrait toujours avant qu'on ne puisse l'approcher. Un autre site mystérieux est l'île de Pâques, qui fait partie des 12 vortex. Située dans l'océan Pacifique oriental, elle est célèbre pour ses près de 1000 statues monumentales, appelées moai. Leur signification et les méthodes employées pour leur création restent un mystère. Certaines statues atteignent presque 9 mètres de hauteur et peuvent peser jusqu'à 80 tonnes. Aujourd'hui, il serait relativement simple de tailler et de déplacer de telles statues, mais elles remontent à une période comprise entre les années 1100 et 1680. Nul ne sait avec certitude comment les habitants de l'époque s'y prenaient. Certains chercheurs estiment qu'elles auraient été charriées à travers l'île, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été déplacées à l'aide de rondins de bois. Les théories les plus étranges évoquent de toutefois l'intervention d'extraterrestres. L'Algérie, également riche en mystères ancestraux, abrite un ensemble fascinant connu sous le nom de Djedars. Ces 13 monuments se distinguent de par leurs bases carrées en pierre et leurs monticules anguleux, construits entre le 4e et le 7e siècle. Pourtant, leur fonction reste totalement inconnue. L'un de ces monuments comportait une inscription en latin, mais elle était si érodée qu'elle s'avérait presque illisible. L'hypothèse la plus répandue est que ces structures servèrent de tombeaux pour des figures royales, bien qu'on ignore précisément qui aurait pu y être enterré. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la région est entourée de nombreux mythes relatant des disparitions inexpliquées. Le prochain lieu énigmatique se situe au sud de Tokyo, dans l'océan Pacifique, et porte le nom du Triangle du Dragon. Ce nom vous semble familier? Effectivement, à l'instar du Triangle des Bermudes, cette zone est réputée pour les disparitions inexpliquées de navires et d'avions. L'une des histoires les plus troublantes remonte à 1945, lorsqu'un aéronef y aurait mystérieusement disparu. Le pilote aurait, semble-t-il, envoyé une transmission radio juste avant que l'appareil ne disparaisse, affirmant qu'un phénomène étrange se produisait dans le ciel, comme s'il s'ouvrait ou qu'un événement surnaturel était en cours. Bien que ce récit soit inquiétant, la vérité qui se cache derrière cette histoire, ainsi que d'autres légendes du Triangle du Dragon, reste encore sujette à débat.
En tapant « Volcan Hamakulia » sur Google Earth, vous le localiserez dans la ceinture de feu d'Hawaï. Toutefois, cet endroit est si mystérieux qu'il est difficile de trouver des informations précises à son sujet. Certaines légendes évoquent la présence d'une énergie électrique inhabituelle dans la région. Une anecdote fascinante rapporte qu'un témoin aurait même vu un avion survoler le volcan avant de disparaître complètement des radars. Un autre phénomène étrange est l'anomalie de l'Atlantique Sud, une zone terrestre où les radiations naturelles sont totalement ingérables. Si cela n'a pas d'impact direct sur notre quotidien à la surface, les effets sur l'atmosphère terrestre sont conséquents. Le rayonnement y est si intense qu'il peut perturber les ordinateurs de bord des engins spatiaux et affecter les données transmises par les satellites traversant cette région. Pour contrer ce problème, des spécialistes ont équipé la Station spatiale internationale d'un bouclier supplémentaire. Cette anomalie est également associée à un phénomène curieux rapporté par les astronautes et connu sous le nom de phénomène visuel des rayonnements cosmiques. Ils décrivent avoir vu des éclats lumineux aléatoires ressemblant à des étoiles filantes dans l'espace, bien qu'il ne s'agisse en fait que d'une illusion. Enfin, du rayonnement aux activités sismiques mystérieuses, le bassin de Wharton, dans l'océan Indien, est un endroit célèbre pour ses événements tectoniques. En avril 2012, un séisme de magnitude 8,6 a secoué cette région, suscitant un grand intérêt scientifique et de nombreuses interrogations. Ce séisme a été considéré comme le plus grand séisme intraplaque jamais enregistré, se produisant au sein d'une plaque tectonique plutôt qu'à ses frontières. Ce phénomène a captivé l'attention des scientifiques, qui émettent désormais l'hypothèse que la région pourrait être en train de créer une nouvelle frontière entre les plaques australiennes et indiennes. Toutefois, ce mystère demeure pour le moment non élucidé. Dirigeons-nous maintenant vers l'océan Pacifique, et plus précisément vers la fosse des Nouvelles-Hébrides. Cette immense fosse sous-marine s'étend sur environ 1200 km de long et 70 km de large. Elle s'est formée lorsque la plaque australienne a plongé sous celle des Nouvelles-Hébrides. Cet endroit, parmi les plus profonds et inquiétants de l'océan, ne manque pas d'éveiller l'imagination. Mais les dangers de cette zone ne se limitent pas aux abysses. La fosse des Nouvelles-Hébrides est associée à plusieurs séismes ayant touché la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. De plus, certaines observations intriguent les chercheurs. Par exemple, aucune trace de grenadier, l'un des poissons abyssaux les plus répandus, n'a été relevée lors des explorations scientifiques. Pourquoi ce poisson fait-il défaut dans cette fosse spécifique? Peut-être détient-il des réponses que nous ignorons encore. Passons maintenant aux deux derniers villes vortex, le pôle Nord et le pôle Sud. Ces deux endroits, situés aux extrémités opposées de la planète, partagent une caractéristique commune, des disparitions mystérieuses. L'un des cas les plus célèbres au pôle Nord remonte à 1897. 3 intrépides explorateurs, tentant d'atteindre le pôle en montgolfière, n'ont jamais terminé leur périple. Leur disparition demeure aujourd'hui l'un des mystères les plus captivants de l'histoire de l'exploration arctique. Quant au pôle Sud, il est également nimbé de mystères. On estime que des centaines de personnes pourraient reposer sous les couches de neige et de glace de ce continent glacial. Malgré les progrès technologiques, cette région reste dangereusement hostile. Les températures y descendent jusqu'à moins 90 degrés Celsius et les vents peuvent souffler à des vitesses atteignant les 320 km à l'heure. Des conditions extrêmes qui justifient amplement la prudence. Enfin, maintenant que vous êtes familier des 12 villes vortex, voici un détail encore plus surprenant. En observant une carte en détail, on remarque que ces lieux mystérieux semblent répartis selon un schéma global étonnamment régulier. En connectant ces points marqués par des phénomènes inexpliqués, on obtient une figure géométrique, un icosaèdre, plus connu des rôlistes sous le nom de Devingt. Cette coïncidence, si c'en est une, ne fait qu'ajouter au mystère de ces lieux fascinants. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante qui pourrait résoudre le mystère de Stonehenge. Ils ont trouvé un élément caché au plus profond de l'ADN des pierres de Sarsen, les énormes monolithes présents sur le site. Cette découverte pourrait révéler pourquoi nos ancêtres du néolithique ont conçu et construit cette structure. Depuis des années, les scientifiques se creusent la tête pour savoir d'où viennent les énormes pierres de Sarsen. Pendant longtemps, ils ont cru qu'elles provenaient d'une carrière située à 25 km du site, connue sous le nom de Marlborough Downs.
Sur ce site, ils ont trouvé des minéraux similaires à ceux qui composent les pierres de Sarsen. Mais en réalité, les choses sont plus complexes qu'on ne le pensait. Notre compréhension de la construction de Stonehenge est en constante évolution. Les scientifiques doivent littéralement remonter le temps pour percer ces mystères. D'où viennent les pierres? Comment ont-elles été transportées? Pourquoi le site a-t-il été construit? Le site de Stonehenge, situé dans la plaine de Salisbury en Angleterre, est constitué de deux grands types de pierres. Il y a les pierres de Sarsen, très lourdes, et les pierres bleues, plus petites et plus légères. Les pierres de Sarsen pèsent chacune environ 25 tonnes. Cela équivaut à 3 éléphants d'Afrique. La pierre de Sarsen la plus lourde, appelée Hillstone, pèse à elle seule 30 tonnes. Ensemble, les pierres de Sarsen forment le cercle extérieur de la structure. À l'intérieur de ce cercle, vous trouverez les pierres bleues. Leur nom est peut-être un peu trompeur, car elles ne sont pas vraiment bleues. Elles ont une teinte bleutée lorsqu'elles viennent d'être cassées, d'où leur nom. Ces petites pierres proviennent probablement des collines de Presley, dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Elles sont un peu plus légères que les pierres de Sarsen, mais restent assez lourdes. La pierre de l'autel, classée parmi les pierres bleues, est la plus lourde d'entre elles, avec un poids d'environ 6 tonnes. Son emplacement d'origine n'est pas encore connu. Pour déterminer l'origine d'une pierre, les scientifiques doivent d'abord étudier sa composition. Pour cela, ils vérifient l'ADN de la roche. Ensuite, ils recoupent la structure de la pierre avec les minéraux présents dans le sol pour voir s'il y a concordance. La plupart des pierres de Sarsen que nous voyons dans le sud de l'Angleterre sont en fait constituées d'un type de grès connu sous le nom de silcrète. Il s'agit d'un sable durci par les eaux souterraines pendant des millions d'années. Ce processus s'est principalement produit au cours d'une période appelée le Paléogène, il y a quelques 65 à 23 millions d'années. Ces pierres de Sarsen ne se sont pas formées en une seule grande plaque, mais par parcelles, comme si la nature avait créé de petits jardins de pierres un peu partout. Les scientifiques expliquent que les pierres de Sarsen se sont répandues de manière aléatoire, souvent dans des zones isolées. Au fil du temps, nombre d'entre elles ont été enfouies sous des couches d'argile et de craie, ce qui a contribué à leur préservation. Lorsque les bâtisseurs de l'Antiquité se sont mis en quête de matériaux, ces pierres leur ont probablement semblé parfaites pour la construction d'une structure aussi impressionnante que Stonehenge. En fait, on a utilisé des pierres de Sarsen dans toutes sortes d'ouvrages, des villas romaines aux églises médiévales en passant par les bordures de routes et les murs de culture. On pourrait dire que ces pierres étaient le matériau de prédilection des bâtisseurs de l'Antiquité et qu'elles ont continué à être populaires même à l'époque moderne. Ce fait a amené les scientifiques à se demander si toutes les pierres de Sarsen, utilisées pour construire Stonehenge, ne provenaient pas du même endroit. Ils ont identifié des sites dans tout le Royaume-Uni, dans des régions telles que l'Oxfordshire et le Kent. Après des centaines d'années d'études, les géologues disposent enfin du type de technologie appropriée pour déterminer l'origine des pierres. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il s'agit d'un lieu tenu secret, très éloigné du site. Mais il s'est avéré que les pierres de Sarsen proviennent en réalité de West Woods, une forêt située tout près de Stonehenge. Un nouveau facteur est entré en jeu lorsque des fouilles ont mis au jour des trous de pierre, indiquant qu'au moins 6 piliers de pierre bleue avaient été retirés dans les collines de Preseli, sur le site de Waunmain, au cours de la préhistoire. Il y avait là un cercle de pierre, et l'on pense que certaines des roches de Stonehenge ont été récupérées dans ce cercle plus ancien. Si cela est vrai, il se pourrait que Stonehenge fasse partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de sites anciens. Si c'est bien le cas, Stonehenge ne serait que la cerise sur le gâteau d'un projet de plus grande envergure. Un peu comme la pièce maîtresse d'un paysage de monuments, de monticules, de cercles de pierre et d'autres choses très impressionnantes. C'est la raison pour laquelle les scientifiques veulent absolument savoir d'où viennent les pierres. Cela pourrait permettre de comprendre pourquoi et comment Stonehenge a été construit. Stonehenge n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a été construit en plusieurs étapes sur des centaines d'années. Il ne s'agissait probablement pas de l'œuvre d'une seule personne, mais d'un grand projet communautaire qui a évolué au fil du temps. Chaque génération de bâtisseurs a apporté ses propres idées, créant une structure qui allait durer des siècles. La première étape remonte à environ 3100 ans avant notre ère. Un fossé circulaire a été creusé et quelques pierres bleues ont été installées, formant une sorte d'anneau de départ. Plus tard, ils ont ajouté les pierres de Sarsen et ont même surmonté certaines d'entre elles de pierres horizontales afin de former ces fameuses arches que vous voyez aujourd'hui, ce qu'on appelle les trilithes. Ces bâtisseurs de l'Antiquité avaient bien des défis à relever.
Comment déplaçait-il les pierres? Une vieille théorie, connue sous le nom de route de glace, suggère que les pierres ont été déplacées sur des chemins naturels et glacés au cours de plusieurs hivers. Ils auraient ainsi simplement fait glisser les pierres jusqu'à Stonehenge. Mais nous parlons là d'une distance de plus de 160 km, c'est donc assez invraisemblable. Quoi qu'il en soit, cette théorie a été démentie, parce qu'il faisait plus chaud à l'époque qu'aujourd'hui. Il y a aussi la théorie de la rivière. Les pierres auraient été transportées par voie d'eau depuis leur lieu d'extraction jusqu'au site. Mais les pierres de Sarsen sont beaucoup trop lourdes pour cela. Cette théorie a donc également été abandonnée. En clair, personne ne sait comment les pierres ont été déplacées. Les recherches menées à Stonehenge ont dévoilé un autre élément scientifique intéressant. Un récent examen au laser des pierres a révélé les différentes méthodes de travail utilisées et montré que certaines parties du monument étaient plus soigneusement ouvragées que d'autres. En particulier, le côté nord-est et les faces internes des trilithes centraux ont été minutieusement taillés. Pour information, un trilithe est une structure composée de 3 pierres. 2 énormes monolithes sont surmontés d'un troisième qui les relie entre eux. En grec, ce mot signifie simplement « qui a 3 pierres ». Quoi qu'il en soit, la grande question, et la raison pour laquelle Stonehenge est si célèbre, est de savoir pourquoi il a été construit en premier lieu. Les théories vont bon train, et certaines semblent tout droit sorties d'une série de science-fiction. Voici un bref aperçu des idées les plus populaires. Il y a bien sûr la théorie du calendrier solaire. Elle suppose que les pierres sont alignées sur les mouvements du soleil, en particulier lors des solstices d'été et d'hiver. Lors du solstice d'été, le soleil se lève à gauche de la Hillstone, la seule pierre à l'extérieur du cercle principal, éclairant ainsi l'ensemble du monument. Certains disent qu'il s'agit là d'une espèce de calendrier antique permettant de marquer les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Certains archéologues pensent que Stonehenge pourrait avoir été un ancien site de guérison. Des morceaux de pierre bleue portent des traces de burin, probablement faites par des gens qui croyaient qu'elles pouvaient guérir des maladies. Selon une théorie, les gens venaient à Stonehenge de tous les coins du pays dans l'espoir d'y trouver un remède à leurs maux. Certains pensent que Stonehenge était un lieu très populaire, un endroit où les gens se rassemblaient. Certaines preuves suggèrent que des communautés très éloignées les unes des autres se retrouvaient à Stonehenge pour des célébrations, des festins et des cérémonies. Un examen des ossements trouvés à proximité montre que les gens parcouraient parfois des centaines de kilomètres pour se rassembler sur ce site. Pendant plus de 3000 ans, le masque d'or du pharaon Toutankhamon est resté caché dans la vallée des rois. Cet artefact, qui mesure environ 54 cm de haut, témoigne de l'habileté et de l'art des anciens Égyptiens. Mais personne ne s'attendait à ce que les rayons X révèlent son plus grand secret. Le roi Toutankhamon a été le dernier souverain de sa famille au cours de la 18e dynastie. Il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, mais n'a régné que 10 ans avant de s'éteindre inopinément. Pour être honnête, dans l'Égypte ancienne, il a été oublié par les souverains qui lui ont succédé. Son tombeau n'était pas très important pour eux, à tel point que même les pilleurs de tombes l'ont oublié. Cela peut sembler un peu triste, mais en réalité, c'est une excellente nouvelle pour nous. Comme son tombeau était pratiquement oublié, il a fini par être parfaitement préservé. Alors que les autres tombes de la vallée des rois ont été pillées, la sienne est restée scellée et intacte. Ainsi, lorsqu'elle a été découverte en 1922, elle contenait plus de 5000 objets précieux. Cela a fait de Toutankhamon une célébrité instantanée et l'un des pharaons les plus connus de notre époque. Parmi ces trésors se trouvait la pièce la plus étonnante, son masque d'or. Ce masque est censé être l'image exacte du visage du roi, ou du moins était-il censé l'être, mais nous y reviendrons plus tard. Le but de cette représentation exacte de son visage était de s'assurer que son âme le reconnaîtrait dans l'au-delà et reviendrait dans son corps momifié. Selon les anciennes croyances égyptiennes, cela lui permettrait de continuer à vivre dans l'au-delà. Le masque semblait avoir été incroyablement difficile à réaliser, mais sa réelle complexité n'a été révélée que bien des années plus tard. Les premières radiographies du masque ont été réalisées en 1967. À l'époque, ces scans étaient menés principalement motivés par des raisons pratiques.
la conservation. Le masque partait pour une exposition à Paris. C'était la première fois qu'il quittait l'Égypte. Ces images permettraient de constater les éventuels changements survenus au cours de l'exposition. En outre, elles pouvaient donner des indications sur la manière dont le masque avait été fabriqué. Mais à l'époque, on ne se rendait sans doute pas bien compte de la complexité de sa construction. Les orfèvres égyptiens n'utilisaient pas les techniques de soudure modernes. Alors, comment ont-ils fabriqué ce masque ? De nouvelles radiographies effectuées en 2007 nous ont apporté quelques réponses. Il s'avère que les Égyptiens n'utilisaient pas d'or pur, qui est de 24 carats. Le masque était en fait réalisé en or 23 carats, c'est-à-dire mélangé à un autre matériau. Les spécialistes ont ainsi découvert que ces feuilles d'or contenaient une petite quantité de cuivre, un métal rouge-brun. Cette opération visait probablement à rendre le matériau plus souple et plus facile à façonner. Ils modelaient ensuite les feuilles d'or en les chauffant et en les martelant à plusieurs reprises. Mais le masque renferme un autre secret qui n'a été découvert qu'en 2015. L'année précédente, le personnel du musée égyptien du Caire préparait l'exposition du masque lorsque sa longue barbe fut accidentellement arrachée. Selon un autre scénario, la barbe se serait détachée au fil du temps et serait tombée toute seule. Quoi qu'il en soit, le fait que la barbe du roi Toutankhamon se soit détachée a causé beaucoup de tension. Après tout, il s'agit de l'une des plus grandes attractions touristiques du Caire, et les experts devaient donc régler le problème très rapidement. Le processus de restauration a commencé par un relevé détaillé de l'état du masque. Pour ce faire, ils ont dû effectuer un scan tridimensionnel complet de l'artefact. Et par hasard, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Dans la barbe royale se trouve un tube en or, une structure intrigante que les Égyptiens ont probablement utilisée pour attacher la barbe au reste du masque. Cela prouve une fois de plus que le processus de fabrication de ce masque était encore plus complexe que ne le pensaient les experts. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Vous vous souvenez que nous avons dit que le masque était censé représenter parfaitement le visage du roi Toutankhamon ? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Certaines théories populaires suggèrent que le masque n'a jamais été conçu pour lui et qu'il a été fabriqué pour quelqu'un d'autre. Une étude publiée en 2015 suggère qu'il aurait initialement été confectionné pour une femme pharaon, sa belle-mère supposée, la célèbre et magnifique reine égyptienne Néfertiti. L'indice le plus probant provient d'une inscription sur le masque. À première vue, elle semble bien se référer à Toutankhamon, mais après un examen approfondi, les chercheurs ont remarqué que quelque chose d'autre avait été écrit sous le nom du roi. Le cachet du nom royal semble avoir été modifié. À l'origine, il portait une inscription que l'on a traduite par « Reine Néfertiti ». Une autre caractéristique du masque d'or de Toutankhamon, passé inaperçu pendant des années, ajoute encore au mystère. Comme nous l'avons déjà mentionné, les experts pensent que les pharaons qui lui ont succédé ne le respectaient pas beaucoup. Les oreilles percées sur le masque sont l'un des indices qui ont amené les archéologues à cette conclusion. Certains chercheurs pensent que le roi Toutankhamon n'aurait pas porté de boucle d'oreille après son enfance. Ainsi, selon leur théorie, lorsqu'il est décédé à l'âge de 18 ans, il n'aurait pas dû être représenté avec les oreilles percées. Cela pourrait également confirmer l'idée que le masque appartenait à l'origine à Néfertiti, ou peut-être à quelqu'un qui n'était même pas lié au roi Toutankhamon. Mais le masque n'est pas la seule source de mystère. En fait, sa tombe entière est truffée d'énigmes. Récemment, des historiens ont découvert un indice indiquant que l'endroit où le roi Toutankhamon était censé être enterré avait été changé à la dernière minute. Pendant des années, les experts se sont demandé pourquoi un pharaon qui a régné pendant 9 ans avait fini dans une tombe aussi simple. Comparé à la grandeur des tombes d'autres pharaons, sa tombe semble un peu ordinaire. L'idée qu'un roi comme Toutankhamon puisse avoir un lieu de repos aussi banal ne correspond pas au pouvoir et à l'importance qu'il devait avoir dans l'Égypte ancienne. Alors, que s'est-il passé ? Apparemment, cela pourrait avoir un rapport avec son successeur, le pharaon Haï. Après la mort du roi Toutankhamon, les chercheurs pensent que Haï a fait en sorte de l'effacer de l'histoire de l'Égypte. Une théorie suggère donc qu'il est probablement à l'origine de la décision rapide de placer le corps du roi Toutankhamon dans une tombe plus petite et moins impressionnante. Lorsque les experts ont examiné la tombe d'Haï, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Un grand mur recouvert de peintures représentant des babouins. Il s'agit du même type d'œuvre d'art que celle que l'on trouve dans la tombe de Toutankhamon. Il semble que ce soit la même personne qui ait choisi les œuvres d'art pour les deux tombes.
La conception et la décoration des deux tombes sont presque identiques, ce qui suggère qu'une main commune les a réalisées. Mais il y a une différence essentielle. La tombe d'Aï est digne d'un roi. Elle est beaucoup plus grande et plus somptueuse, même si le style et les œuvres d'art sont similaires à ceux du tombeau de Toutankhamon. Cette théorie suggère donc qu'Aï aurait décidé du contenu des deux sépultures. Comme Toutankhamon est décédé subitement à un jeune âge, son grand tombeau n'a pas été achevé à temps. Habituellement, les pharaons entreprenaient la construction de leur tombe, de leur vivant, afin de s'assurer que tout soit parfait. Mais Toutankhamon est décédé alors qu'il n'avait que 18 ans, et le temps lui a donc manqué. Et a peut-être profité de la situation pour commander une tombe plus petite pour Toutankhamon et garder la plus grande pour lui. Les experts pensent que cette théorie expliquerait pourquoi la tombe de Toutankhamon est si simple et comment Aï a réussi à effacer sa mémoire de l'histoire si facilement. En fin de compte, l'histoire du masque et du tombeau du roi Toutankhamon est empreinte de mystère et d'intrigue. Chaque nouvelle découverte jette un peu plus de lumière sur ce qui s'est réellement passé il y a tant d'années. Mais une chose est sûre, l'Égypte ancienne a encore bien des secrets à nous livrer. Et le roi Toutankhamon continuera de fasciner les hommes dans les années à venir.